Là, on va essayer de comprendre pourquoi certaines victimes figent, ne crient pas ou encore ne se débattent pas pendant l'agression. Donc, on va parler en fait du système nerveux pour nous donner ces éléments de réponse. Donc, alors un petit cours, je vous rappelle, le système nerveux autonome, il y a deux branches. On a notre système nerveux sympathique à gauche qui va s'activer quand il perçoit une menace dans l'environnement. Donc, on a dit tantôt, c'est l'amygdale qui va évaluer le danger puis qui va activer notre système nerveux sympathique qui, lui, va être responsable de nous défendre. Donc, il y a différents instincts de survie. On va les regarder ensemble. Le système nerveux parasympathique, lui, il est comme à l'inverse, en fait. Donc, lui va engager la réponse de relaxation. Il va induire un ralentissement général des fonctions de l'organisme. C'est lui qui est responsable, là, entre autres, de la digestion de nos repas. Donc, on est dans le système nerveux parasympathique quand on est calme et on peut relaxer. Donc, le système nerveux sympathique, lui, il va s'activer, mais il ne fait pas vraiment de discrimination entre un danger réel, perçu ou anticipé. Dans le fond, si l'amygdale lui ordonne de s'activer, que le danger soit réel, que le danger soit anticipé, mais qu'il n'est pas encore arrivé, ou que ce n'est pas un vrai danger, ben, il s'active quand même. Donc, c'est notre système qui s'allume pour se préparer à se défendre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain quand on se prépare à se défendre? On va mobiliser là, de l'énergie et puis à ce moment-là, il y a une série de réactions qui se mettent en branle pour nous préparer. Donc, par exemple, le cœur va battre plus vite. Pour envoyer du sang, pour oxygéner les gros vaisseaux sanguins du corps, donc oxygéner les bras, oxygéner les muscles des jambes. À ce moment-là, il y a des problèmes gastriques dans le sens où c'est pas le temps de digérer notre repas. Ça, c'est le système nerveux parasympathique qui s'en occupe. Là, on est dans notre système nerveux sympathique. Donc, le cœur bat plus vite. On envoie du sang dans les gros muscles du corps. C'est pas le temps d'avoir du sang dans le bout des doigts. Donc, les pieds, les mains vont être froides, avoir des engourdissements. Mais les jambes sont lourdes parce qu'elles sont gorgées de sang. S'il faut fuir, s'il faut se mettre à courir, on a besoin de nos jambes. Donc, les jambes peuvent avoir cette impression de lourdeur ou de tremblement dans les jambes parce qu'il y a tellement là, de sang les vaisseaux sanguins sont dilatés. Et là, on va transpirer aussi. La cage thoracique, on va sentir des fois une pression parce qu'on prend plus d'oxygène. On a besoin d'oxygéner les muscles du corps. Donc, on respire plus vite. On peut même donc hyperventiler. Là, c'est vraiment quand on prend trop d'oxygène. Puis, si jamais on n'a pas besoin de fuir ou de courir, en fait, finalement, c'est une fausse alarme. Ben là, ça se peut qu'on se sente étourdi, impression d'irréalité, parce que là, on ne peut pas partir à courir. On n'utilise pas le surplus d'oxygène. Et là, il y a comme trop d'oxygène dans le corps et puis ça crée donc ces étourdissements, cette espèce de désorientation. Mais toutes ces réactions-là sont là pour nous préparer soit à fuir un danger, soit à combattre un danger. Donc là, alors les instincts de survie, donc là, notre système nerveux sympathique a détecté la présence d'un danger. Il veut faire une des trois choses suivantes, soit, en fait, avant de décider s'il veut fuir, foncer, figer, là, il y a libération des hormones de stress, l'adrénaline, le cortisol. Et là, il pourrait décider, le danger, c'est plus réaliste, j'ai des bonnes chances de survie si je fuis le danger. OK, parfait, je vais fuir. Peut-être que je veux combattre. Encore là, ça dépend quel est le danger devant moi, mais je pourrais décider donc de foncer ou combattre le danger. Et aussi, je pourrais décider, en fait, le système pourrait décider plutôt de figer. Donc, figer, c'est également un instinct de survie. Et puis, à quoi ça sert? Quand je fige, c'est comme une immobilité qui est attentive. Alors, il y a quand même de l'énergie qui est mobilisée dans cet instinct de survie-là. Donc, j'oriente mon attention, mes muscles sont tendus,
mon corps est raide. Donc, il y a cette activation du système nerveux, puis en même temps, c'est combiné à une paralysie, une sensation d'être immobile, mais je suis quand même en train de garder mon réflexe d'orientation qui est donc des fois je peux figer. Figer va être le prélude d'une autre action. Donc, par exemple, je vais figer pour mieux décider si après je vais fuir, par exemple. Donc, figer peut être le prélude d'une autre action. Le rythme cardiaque est augmenté. Donc, j'ai mis foncé pour que des fois c'est plus facile de se rappeler. En anglais, c'est le modèle avec les 3 F, fight, flight, freeze. Mais là, bon, en français, on a fuir, foncer, combattre et figer. Donc, on a ces 3 instincts de survie-là. Puis, en même temps, on a aussi un autre instinct de survie qui est une défense de dernier recours, mais celle-là, c'est en lien avec notre système nerveux parasympathique. Donc, l'immobilité tonique, on l'appelle, c'est le nom qu'on lui donne. Si vous regardez plus dans la littérature française, en Europe, on va davantage dire la sidération. En anglais, on peut aussi l'appeler la mort feinte, donc feindre la mort. Donc ici, on a une immobilité qui est totale. Les muscles sont mous, hein, parce que dans figé, les muscles sont tendus. On a une activation du système nerveux, le cœur bat vite. Là, ici, dans l'immobilité, on est dans l'opposé. Le cœur est au ralenti, les muscles sont mous, il y a une hypoactivation, le regard est vide, il y a un engourdissement. On est en mode économie d'énergie. La pression artérielle diminue, le cœur bat plus lentement. Et vraiment, c'est notre défense de dernier recours qui existe à la fois chez l'humain, aussi chez les animaux. Donc là, je vous montre comment ça se passe chez le lapin. Donc, si vous avez un lapin à la maison, s'il vous plaît, ne pas faire ça. Mais si vous mettez le lapin sur son dos, votre lapin va vraiment devenir dans cette posture-là de tonic immobility. Donc, va vraiment avoir l'air d'être mort. Donc, parce que dans cette posture-là, il est extrêmement vulnérable aux prédateurs. Donc, sa seule façon de survivre, c'est de faire le mort. Chez les victimes d'agressions sexuelles, il y aurait à peu près, là, selon un des auteurs, Taylor nous dit que dans son livre, il y a 1/3 à 2/3 des victimes d'agressions sexuelles qui pourraient entrer en immobilité tonique lors des agressions sexuelles. Il y a aussi donc les survivants de crash d'avion qui ont eu cette réaction qui peut durer quelques secondes à quelques heures. Et pendant cette réaction-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sera pas capable là, de vocaliser, on ne sera pas capable de crier. Les yeux vont se fermer de façon intermittente. Il y a cette rigidité du corps. Les gens ne répondent plus à la douleur. Mais ça augmente les chances de survie parce qu'il y a des prédateurs hein, chez l'animal qui n'attaquent pas les proies immobiles ou qui perdent intérêt là, lorsque les proies ont l'air mortes. Donc, chez l'être humain aussi, il y aurait cette fonction de survie. Ensuite, il y a aussi cette réaction de dissociation qu'on a parlé précédemment. Donc, dissocier, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est assez pratique hein, si on ne peut pas combattre ou fuir une situation. Donc, pour certaines victimes de viol, ça peut être très utile de ne pas ressentir de douleur pendant l'agression, puis de ne pas être en contact avec son corps et avec ce qui se passe dans le moment présent. Donc, c'est vraiment la dissociation, une stratégie instinctive qui nous permet de survivre à l'impensable. La dissociation est souvent impliquée dans l'immobilité tonique, mais pourrait être aussi présente autant dans fuir, foncer, figer. Donc, elle se situe vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis en bas, parce qu'on peut la retrouver autant dans le système nerveux sympathique que parasympathique. Et puis, l'aire de Broca, qui est cette région du cerveau qui est associée au langage, lors d'un trauma, elle est désactivée. Hein? Donc, on a parlé tantôt de l'immobilité tonique, justement, il y a cette difficulté à vocaliser, on ne peut pas crier. Donc, l'aire de Broca qui est désactivée, soit pendant cet instinct d'immobilité tonique, mais aussi pas juste à ce moment-là.
Donc, les patients traumatisés vont nous dire, hein, je ne suis pas capable de raconter ce qui est arrivé. On a donc des gens hein, qui sont muets, qui se trompent dans des détails élémentaires de lieu et de temps, qui se contredisent. Puis on se rappelle que la mémoire traumatique, elle est souvent encodée de façon non verbale, donc ça peut être très difficile après coup de raconter un événement si en plus notre mémoire n'est pas verbale. Donc maintenant, j'aimerais ça vous présenter là, un petit vidéo qui dure moins de 3 minutes, qui reprend les concepts qu'on vient de se parler. Ça fait un beau résumé avec qu'est-ce qu'on vient de se dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sidération psychique, un mécanisme de défense en cas d'événement traumatique. Pourquoi une victime reste-t-elle paralysée lorsqu'elle subit des violences? En Espagne, 5 Sévillans ont forcé une jeune femme de 18 ans à avoir des rapports sexuels, en marge des fêtes de Pamplune en 2016. Ils ont été condamnés à 9 ans de prison pour abus sexuels, mais pas pour viol, ce qui a provoqué un tollé en Espagne. Pendant le procès, on a demandé à la victime pourquoi, sur les vidéos tournées par ses agresseurs, elle ferme les yeux et ne réagit pas. Pour les juges, ce n'était pas un viol selon la définition du code pénal, car il n'y a pas eu de violence ou d'intimidation. Pour les agresseurs, elle était consentante, puisqu'elle n'a pas vraiment dit non. Mais la victime était en état de choc, ou peut-être en état de sidération psychique, un phénomène dont la psychiatre Muriel Salmona est spécialiste. En cas de danger, notre cerveau se prépare à la fuite. Pour cela, l'amygdale ordonne la production d'hormones du stress comme l'adrénaline et le cortisol. Le pouls et la respiration s'accélèrent, les muscles se contractent. Mais si la victime ne peut pas fuir, que l'agresseur l'immobilise, l'amygdale peut surchauffer et le cerveau se retrouve dépassé par cet excès d'hormones. La victime entre alors dans un état de sidération, comme paralysée. C'est le cas d'Héloïse, que son patron a violée lorsqu'elle avait 20 ans. Les mots ne sortaient plus de ma bouche. Je n'étais pas active, comme une poupée de chiffon. Il savait très bien ce qu'il faisait, car il m'a maintenu les poignets. L'excès d'hormones risque de provoquer un arrêt cardiaque. Le cerveau lâche alors des molécules comme la kétamine et la morphine, qui vont court-circuiter le système. La victime reste en vie, mais elle entre dans une seconde phase, l'état de dissociation. C'était une émotion trop forte pour que je me permette de la ressentir. Je suis sortie de mon corps. Je me voyais comme spectatrice. Pendant longtemps, je me suis sentie coupable de ne pas m'être débattue avant de comprendre que c'était un viol. Héloïse a aussi perdu la notion du temps, de l'espace et de la réalité. Si aujourd'hui elle devait porter plainte devant la police, elle aurait du mal à raconter son viol avec précision. Cet état de sidération est un vrai phénomène biologique, observable sur une IRM. Il se réactive par exemple chez les vétérans du Vietnam quand ils visionnent des images de guerre. En France, près de 1000 magistrats ont été sensibilisés à cette notion de sidération dans le cadre d'un séminaire sur les violences sexuelles. Les lignes commencent à bouger.